Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une pathologie ovarienne non tumorale qui s'appelle l'hyperréaction lutéinalis. Il s'agit d'une pathologie qui est secondaire à une perturbation de l'interaction entre la bêta-HCG, c'est l'hormone qui va être produite au cours de la grossesse, et les follicules ovariens. On a trois possibilités qui peuvent tous les trois générer cette pathologie. La première serait lorsqu'on a un excès de production de bêta-HCG, notamment dans le cadre d'un néoplasme gestationnel trophoblastique. La deuxième possibilité serait liée à une augmentation de la sensibilité de l'ovaire envers cette hormone, qui est la bêta-HCG. Et comme troisième possibilité, on a l'administration exogène de la bêta-HCG, notamment pour induire une stimulation de la production des follicules par l'ovaire. On va voir dans cette vidéo l'aspect morphologique de cette pathologie. Voilà, donc ceci va être le prélèvement qu'on va observer afin de déterminer les critères du diagnostic de notre pathologie qui est l'hyperréaction lutéinalis. Alors sur le plan macroscopique, c'était un ovaire multikystique donc qui présentait plusieurs kystes et c'était également, chose importante à mentionner, une atteinte bilatérale, c'est-à-dire les deux ovaires présentaient en fait ces multiples kystes au niveau du parenchyme. Donc on a fait notre prélèvement, ça se confirme déjà sur le prélèvement qu'on est en train d'observer. On voit très bien la présence de plusieurs lumières, ces aspects vides qui paraissent assez clairs, donc ça représente tous des lumières de cavité kystique, tout ce que je suis en train de montrer ici. Alors quand on a un kyste, généralement, que ce soit au niveau de l'ovaire ou bien ailleurs, on a à observer tout d'abord la paroi. Alors la paroi, elle est assez fine à ce grossissement, et puis l'étape qui va venir, c'est passer à un plus fort grossissement pour voir les éléments épithéliaux, ou bien en général les éléments cellulaires qu'on trouve au niveau de la paroi. Donc on va commencer tout d'abord par ce premier kyste, cette première cavité kystique. Comme on peut voir, on a la lumière au centre, et puis on a des éléments au niveau de la paroi. Donc voilà la paroi de notre kyste. Alors on va commencer par ce premier côté. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où on a le plus d'éléments qui sont conservés, parce que comme vous l'avez remarqué déjà, au niveau de ces parties ici, on avait un décollement des éléments cellulaires, elles sont maintenant détachées, et puis on a un aspect dénudé de la paroi directement, visibilité du tissu conjonctif à ce niveau. Donc au niveau de ces parties-là, on a plutôt une conservation de notre épithélium. Alors je vous dis d'emblée la nature des cellules qu'on est en train d'observer, parce que c'est un peu difficile de les identifier, parce qu'elles sont modifiées, elles sont lutéinisées. Alors les cellules qu'on trouve à ce niveau, c'est des cellules de la granulosa. Alors j'aimerais faire un petit rappel concernant la granulosa à l'état normal sur un prélèvement d'un ovaire normal chez une patiente en âge de procréer. Donc on voit différentes parties à ce niveau. Donc on voit notre cortex avec ses densités cellulaires élevées, parce que comme on le sait, le stroma il contient un tissu conjonctif qui est riche en éléments cellulaires. C'est ce qu'on appelle également le stroma cortical. Et puis en même temps, toujours dans ce cortex, on a ces cavités qui représentent des follicules ovariens à différents stades de maturation. Alors je vais passer par exemple pour ce follicule à un plus fort grossissement pour montrer la zone de la granulosa. Donc rappelez-vous qu'on a ici notre liquide folliculaire, on a ici la couche de la granulosa, et puis à l'extérieur on a cette teque. Et ces deux couches, ce sont elles qu'on va trouver au niveau des follicules qui sont anormaux, puisqu'ils sont lutéinisés et ils sont hyperplasiques dans le cadre de cette pathologie qui est l'hyperréaction lutéinalis. Alors regardez sur le follicule normal l'aspect de la granulosa. Donc on voit très bien une certaine quantité du cytoplasme, certes, mais ça reste assez minime par rapport à ce qu'on va voir. Et puis concernant les cellules ici, ça veut dire les cellules de la teque interne, c'est des cellules qui comportent beaucoup plus de cytoplasme par rapport aux cellules de la granulosa. Regardez ici, on a un joli corps de col externe. Donc on revient maintenant à notre ovaire pathologique. On passe voilà, donc à un plus fort grossissement ici, et regardez la différence par rapport à ce qu'on était en train d'observer, c'est des cellules qui ont largement augmenté leur cytoplasme, avec des noyaux qui sont augmentés en taille, et puis qui font montrer des nucléoles, comme par exemple ici, là et là aussi. Donc c'est des cellules qui sont lutéinisées et qui sont d'aspect hyperplasique. C'est vrai pour la granulosa, et c'est vrai également pour la couche lutéale. Donc ça, c'est premier élément, premier critère, bien sûr, qui va être important afin de retenir ce diagnostic d'hyperréaction lutéinalis. Alors, on va passer maintenant à l'autre côté
pour observer ce qui se passe et pour en fait identifier un deuxième critère qui a également son importance. Alors regardez, ici on a les mêmes cellules qu'on avait observées de l'autre côté, c'est des cellules qui appartiennent à la couche thécale, mais à l'inverse des premières qui étaient assez compactes entre elles, on a l'apparition d'un espace qui est clair entre les cellules individuelles. Et ceci est secondaire à la présence de l'œdème. Alors l'œdème, c'est un signe cardinal dans ces pathologies. On doit le repérer, on doit le trouver afin de pouvoir poser ce diagnostic. Vous voyez comment ça désintègre en fait les cellules de cette couche thécale, de cette thèque interne, et puis on pourra avoir un aspect et un résultat qui est beaucoup plus manifeste avec un aspect qui est totalement dispersé des cellules de cette couche. Donc on va voir dans un instant l'aspect ou bien cet aspect de dispersion qui est exagéré sur les autres follicules, sur les autres kystes qui sont anormaux. Voilà. Donc là aussi, on a un deuxième kyste, voilà, avec uniquement des zones qui sont conservées concernant la couche de la granulosa, alors que si je passe par exemple à un autre endroit, je vais trouver que ça c'est dénudé. Il y a ici une désintégration et une perte des cellules de la granulosa. Donc là, c'est la lumière de notre cavité kystique. Et puis là aussi, on a au niveau des cellules lutéinisées de notre thèque un aspect qui est espacé, un aspect qui est séparé. Cette séparation, on peut l'observer bien à ce niveau. On a des espaces qui sont en train de se créer pour séparer les différentes cellules qui sont également lutéinisées. Vous voyez très bien cet aspect assez abondant du cytoplasme, l'aspect granulaire de ce cytoplasme, ainsi que le volume important hyperchromatique du noyau avec l'apparition du nucléole. Donc voilà, on a même l'impression de voir des cellules qui sont disposées de façon isolée à ce niveau à cause bien sûr de l'œdème. Alors cet œdème bien sûr ne va pas être réservé ou bien limité à la paroi de notre cavité kystique, mais ça va être diffus et vous voyez très bien en périphérie qu'on a cet espace assez clair qui est en train de disséquer entre les fibres de collagène. Et maintenant on a une meilleure visibilité sur l'aspect fibrillaire du collagène grâce à cette dissection à cause de l'œdème. Les éléments cellulaires également, comme vous les voyez ici, c'est des noyaux de cellules stromales qui sont espacées et l'espace entre elles, c'est en fait un espace qui est anormal parce que vous vous rappelez, on avait bien dit que le tissu conjonctif du stroma cortical, c'était un tissu conjonctif qui est dense en cellules et là, à cause de l'œdème, à cause de la séparation entre les cellules, grâce à cet œdème, on n'a plus cet aspect dense et on a un aspect qui rappelle un peu l'aspect d'un tissu conjonctif qui est lâche. Alors regardez ici un dernier exemple, exemple de kyste qui est anormal, qui présente bien sûr l'aspect hyperplasique de la couche de la granulosa et aussi de la couche thécale, et on voit très bien cet aspect très désintégré de la couche thécale, surtout avec l'œdème qui est en train de séparer les cellules qu'on est en train d'observer, avec certaines qui sont disposées de façon isolée et d'autres qui sont disposées en petits amas. Alors que, en réalité, à l'état physiologique, c'est une couche qui doit avoir un aspect qui est assez compact. Donc voilà, en gros, c'était les caractéristiques importantes à identifier afin de poser ce diagnostic de l'hyperréaxio-lutéinalie. Donc comme on vient de le voir, plusieurs kystes, la paroi elle est fine, un aspect hyperplasique de la couche de la granulosa et aussi de la thèque, et puis l'œdème qui va commencer à séparer entre les cellules, surtout au niveau de la thèque, et cet œdème ne va pas être limité à la paroi, mais ça va diffuser, et on voit très bien déjà au faible grossissement l'aspect assez clair de ces espaces que je suis en train de vous montrer. Voilà, donc je passe maintenant à la récapitulation par cette petite présentation. Ça va être assez court, bien sûr je vous mets en description le lien pour la lame qu'on vient d'observer. Et il faut savoir, comme on l'a déjà expliqué, c'est secondaire à trois possibilités, soit l'excès de production endogène, l'excès de production exogène, ou bien, comme troisième possibilité, une augmentation de la sensibilité de l'ovaire envers cette bêta-ACG. C'est une pathologie qui est rare et le plus souvent, on aura observé des cas ou bien des états d'hypersécrétion de bêta-ACG, bien sûr pour la première possibilité, notamment ce qui va être le résultat d'une molle hydatiforme choriocarcinome ou bien un état d'Anasarque fœtal. Souvent, c'est asymptomatique, mais parfois on pourra observer des cas avec une douleur
plus rarement on pourra avoir une acide. 15% des cas se présentent pour virilisation. Sur le plan macroscopique, on aura les deux ovaires de façon bilatérale, le droit et le gauche, qui vont être le siège de plusieurs kystes avec une paroi fine, et puis le contenu c'est un liquide qui est soit transparent ou bien hémorragique. Microscopiquement, c'est les kystes à paroi fine, la granulosa et la thèque interne vont avoir un aspect hyperplasique et lutéinisé, et autour des kystes on aura l'œdème, et parfois, chose qu'on n'a pas pu observer dans notre lame, dans notre cas, on peut avoir dans 40% des cas des amas de cellules lutéinisées. Alors soit de façon bien sûr qui est isolée ou bien regroupée. Alors comme ça on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.